c'est parti pour Planète Marché, 40 minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière avec 3 experts en plateau. Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Xavier Chapard, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Bonjour Xavier Chapard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Nathalie Pelleras, directrice générale de 4 Points IM. Bonjour Nathalie Pelleras. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés par Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy, Solutions Internationales chez Natixis IM. Bonjour Mabrouk Chetouane. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Beaucoup d'actualités à commenter ensemble. On va évidemment parler de la Chine, on va parler des États-Unis. Je vous propose de commencer par les États-Unis, peut-être avec vous, Xavier Chapard. Depuis quelques jours, on sent quand même une euphorie du côté des marchés financiers, des attentes ou des espoirs de voir la Fed réduire ses hausses de taux, que ce soit en tout cas en intensité de hausse de taux. On price 50 points de base pour la prochaine réunion de la Fed. Et on a découvert, alors effectivement, des espoirs alimentés par le chiffre de l'inflation jeudi dernier. Et on a découvert les prix à la production cet après-midi qui, eux aussi, ont montré une légère détente. On parle de 8% en octobre par rapport à 8,5% en septembre. Quel est selon vous, d'abord sur le scénario Fed, ensuite on verra la réaction des marchés, mais sur ce scénario Fed, est-ce que globalement il est acquis que la hausse de 50 points de base, la hausse sera de 50 points de base ? Alors, c'est pas acquis à 100%, mais c'est de plus en plus probable. Déjà, la Fed avait commencé à le dire lors de sa dernière réunion qu'on s'approchait du moment où elles allaient commencer à réduire les pas de hausse de taux. Et c'est vrai que les chiffres d'inflation qu'on a eus, que ce soit les prix à la production, les prix à la consommation, confirment que le pic d'inflation est probablement passé et que du coup, la Fed pourra commencer à réduire le pas de hausse de taux à 50 points de base en décembre. Cela dit, elle continue à dire qu'il faut encore monter les taux. Donc on n'est pas sur un moment de pivot. Et surtout, les membres de la Fed continuent à dire qu'il faudra maintenir les taux à un niveau élevé un certain temps. Et c'est là où les marchés sont peut-être trop optimistes sur le fait que la Fed pourrait baisser les taux avant la fin de l'année prochaine. Oui, il ne faut pas confondre fin de hausse de taux, ce qui n'est d'ailleurs pas le moment que nous sommes en train de vivre actuellement, avec baisse des taux automatiques. Exactement. Il y a le moment où la Fed commence à arrêter d'augmenter ses taux de 0,75% tous les meetings. Donc ça, c'est le pas qu'on risque d'avoir en décembre. Après, il y a le moment où la Fed arrête de monter ses taux, donc les maintient à un niveau inchangé. Et après, il y a le moment où elle commencera à baisser ses taux. Et c'est là où, sur le séquencing, le marché prend la bonne nouvelle comme si c'était un peu toutes les bonnes nouvelles. Or là, pour l'instant, on est plutôt sur l'ancrage du fait que la Fed pourra ralentir le rythme de hausse. On n'est pas encore sur les étapes suivantes. Mais alors, justement, effectivement, on a vu une certaine euphorie des marchés depuis jeudi à la découverte de ce chiffre de 7,7% d'inflation au mois d'octobre aux États-Unis. Est-ce que, alors effectivement, on sort d'un plateau, on était plus à 8,2, 8,3, 8,5%. Est-ce que une détente, une seule, sur l'inflation suffit à dire qu'on a passé le pic d'inflation aux États-Unis ? Alors, à mon avis, le fait que le pic d'inflation soit passé, c'est plus en plus acquis, en fait. Parce qu'on voit que les prix qui avaient augmenté, j'allais dire temporairement, eux ralentissent. C'est-à-dire, c'est les prix des matières premières et les prix des biens, qui étaient très impactés par les problèmes de chaîne de production et la réouverture post-Covid. Par contre, ce qu'on ne voit pas encore, c'est de ralentissement sur les salaires et le prix des services. Et ça veut dire qu'on risque d'avoir un ralentissement par rapport aux 8% d'inflation qu'on avait plus tôt dans l'année, mais probablement pas jusqu'à 2%. C'est-à-dire un ralentissement plutôt vers les 5% dans les prochains mois ou quelque chose comme ça. Et ça, a priori, ça veut dire que la Fed, elle n'en fera pas plus que ce qu'elle a dit, mais elle ne pourra pas en faire moins encore, parce qu'elle n'est pas encore avec une inflation qui converge vers sa cible de 2%. Nathalie Pelleras, j'ai envie de vous poser la même question avant de rebondir également sur la prise de parole de Laëlle Brennard. Est-ce que ce chiffre de 7,7% au global en inflation, on parle de 6,3% dans sa version corps, suffit à penser que le pic d'inflation aux États-Unis est derrière nous parce qu'on a un infléchissement après un plateau de plusieurs mois? Alors, il faut se méfier parce qu'un chiffre n'est pas suffisant. On a vu les mois précédents où on avait pu avoir des petites étincelles et puis qui ont été vite douchées. On a eu les prix de la production qui confirment aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est que oui, on imagine tous aujourd'hui qu'on a atteint ce pic, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est surtout l'illustration que la politique de hausse des taux, elle porte ses fruits.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, en fait, toute cette politique de ce qui est important, c'est l'impact sur l'inflation. On voit quel impact. Donc, ce qui est, je pense, primordial, c'est pas tant est-ce que c'est le pic ou est-ce qu'on va avoir, comment vont être les 3 prochains mois, c'est de montrer en fait que cette politique qui a été critiquée par beaucoup parce que est venue trop tard ou vient trop forte, ben, elle porte ses fruits. Après, combien de temps il va falloir encore pour que, on arrive à juguler cette inflation? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que la Fed va réussir à revenir à ces 2%? Ça, a priori, ça paraît utopique pour beaucoup. Le fait qu'ils vont devoir peut-être réviser et revenir sur une inflation plus haute. Mais en tout cas, la politique monétaire, elle fonctionne. On voit les ralentissements, l'amélioration au niveau de l'offre. Vous disiez tout à l'heure, Xavier, sur tout ce qui était la chaîne logistique, le gros problème qu'on avait au niveau de l'offre, ça s'est détendu. Au niveau de la demande, ça s'est tari aussi. Les prix des matières premières se sont taris aussi parce qu'il y a moins de demande. Donc tout ça fonctionne. Après, il est encore un petit peu tôt pour qu'on voit le fonctionnement réel aussi sur l'immobilier. Parce que ça va venir dans un deuxième temps. Donc il ne faut pas oublier cette composante-là qui est très, très importante. Et ça, c'est encore trop tôt pour qu'on voit vraiment cet assouplissement. En revanche, là où il reste totalement une inconnue, c'est pas parce que ça fonctionne à court terme, on ne sait absolument pas jusqu'à quand devra porter ce durcissement monétaire, même s'il ralentit, ça reste du durcissement monétaire. Oui, on continue à monter les taux, quand même, bien sûr. Pour les montes de 0,50 au lieu de 0,75 et puis après de 0,25, ça continuera à être de la hausse des taux. Mais ce qui est important, c'est que dans le discours des banques centrales, elles ont bien compris que justement la parole a presque plus d'importance que d'actes, et donc elle guide bien aujourd'hui. Et donc là, par exemple, je pense qu'elle prépare le terrain pour que la hausse de décembre soit plutôt de 50 points de base que de 75. Sinon, là, elle ferait vraiment un peu n'importe quoi. Donc, il y a vraiment un rôle important, et la Réserve fédérale a ancré dans sa politique le dialecte, en fait. Le verbe a autant d'importance que l'acte, et c'est là-dessus qu'elles arrivent un petit peu à diriger les marchés. Elles ont calmé un peu l'ardeur et la volatilité, et ce qu'on voit comme conséquence sur les performances boursières, on voit qu'il y a des très forts effets de levier, mais qui sont de courte durée. Parce que maintenant, il faut bien attendre la confirmation des chiffres de décembre pour pouvoir se dire, est-ce que réellement, on est sur une politique qui fonctionne durablement? Après, juste pour revenir sur un point peut-être que ce sera réévoqué, mais qui est central, qui est que maintenant, en fait, le marché est toujours dans l'espoir que le pivot soit en juin 2023. Là, c'est maintenant, c'est ce qui est en train d'être. Alors que ce qui est, pour moi, aujourd'hui totalement incertain, c'est est-ce qu'il y aura ce pivot? Il ne faut pas oublier qu'un pivot, et je baisse mes taux, ça veut dire que la situation macroéconomique mondiale s'est détériorée fortement et que ça justifie ça. Donc je ne sais même pas s'il faut l'espérer, ça. Mais en tout cas, ça, aujourd'hui, c'est de la probabilité du casino, quoi. Je veux dire, on n'a aucune donnée tangible pour dire ce sera juin, ce sera août, ce sera mars, ce sera même 2023, on n'en sait rien. Alors, on n'a aucune donnée en termes de timing. Est-ce que pour autant, on peut commencer à avoir des certitudes sur le taux terminal de la Fed? Est-ce qu'un taux terminal à 5% paraît plausible, ou est-ce que la Fed peut aller au-delà alors qu'on voit justement cette politique porter ses fruits? Alors ça encore, je pense que ça va dépendre réellement de comment l'inflation s'installe durablement. Parce que ce taux terminal, il va dépendre aussi de l'inflation. Est-ce qu'elle va devoir réviser sa copie sur cette inflation long terme à 2%? Est-ce qu'elle va plutôt être du 3%? Et auquel cas, ça pourra nécessiter aussi un réajustement. Et ça va dépendre aussi beaucoup de ce qui va se faire sur les matières premières, notamment énergétiques, sur un horizon court aussi, parce que ça aussi, ça joue dans les composantes. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu, en tout cas pour notre part, délicat de se dire, est-ce qu'on va aller sur un taux terminal de 5, de 4,5? La Fed va ajuster au fur et à mesure qu'elle aura de la visibilité. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils, en interne, eux, ils ont le moyen de savoir à quel niveau ils imaginent leur taux terminal. Ça va dépendre de l'efficacité de leur politique monétaire et de la vigueur de l'économie mondiale pour surmonter en fait cette hausse des taux. Mabrouk Chetouane, on va continuer avec vous sur ce sujet Fed et inflation, alors peut-être avec un prisme un peu différent. Je le disais en introduction, plusieurs analystes, plusieurs commentateurs trouvent que la réaction des marchés depuis jeudi est peut-être un peu exagérée, peut-être qu'on crie victoire un peu trop vite sur une première donnée d'inflation qui montre un infléchissement de la progression des prix aux États-Unis sur cette fin d'année 2022. Est-ce qu'on crie victoire trop vite ?
Disons qu'il y a tout ce qui vient d'être dit, effectivement, décrit très bien la réalité, effectivement, et le positionnement de la Fed, les difficultés que l'on peut avoir pour anticiper à la fois le taux terminal, la durée du plateau monétaire, parce que ce sont deux questions absolument fondamentales à laquelle, effectivement, il faut répondre. C'est-à-dire qu'en gros, quel va être le taux auquel, effectivement, la Fed va s'arrêter. Donc, est-ce que c'est 5, 5,5, 6 ou 4,5 et donc 6 reste plausible aujourd'hui. La Fed a été très claire dans son communiqué, donc on va continuer à monter les taux en 2023. Donc en gros, déjà effectivement, penser qu'un pivot, effectivement, c'est-à-dire une diminution des taux de la Fed, peut arriver en juin 2023, me paraît complètement illusoire, parce qu'historiquement, il suffit de regarder les données, encore une fois, un plateau monétaire, ça dure, entre guillemets, suffisamment longtemps pour entraîner l'économie dans une forme, effectivement, de ralentissement souhaité, encore une fois, par la Fed. La Fed a été très claire, encore une fois, il faut ralentir l'économie. Et là où j'apporterai une petite correction, c'est que la demande est forte. La demande reste forte aux États-Unis, et en fait, un soutien effectivement à l'inflation, c'est la demande. En fait, la composante offre est en train justement de ralentir de manière assez substantielle, et les travaux de la Fed, de certaines Fed régionales le montrent effectivement. On décompose l'inflation selon son origine, offre ou demande. La demande, elle ne bouge pas. Il n'y a qu'à voir effectivement ce qui se passe au marché du travail, des vacances d'emploi qui sont toujours à plus de 10 millions, etc. Et par contre, la composante offre est en train déjà de baisser. Or, finalement, la Fed, on le sait, a un impact sur la demande. Et c'est là où véritablement la Fed se retrouve dans une situation où elle est à l'aise en quelque sorte, puisqu'elle peut encore monter les taux à un rythme effectivement beaucoup moins soutenu que ce qu'elle a fait effectivement par le passé. C'est ce que Madame Brennard a rappelé. Alors on a effectivement ce discours, ce jeu qui commence à être mis en place par les membres du FOMC, entre l'un effectivement disant mais non, hors de question de maintenir, de réduire la voilure, on va continuer effectivement à monter les taux de manière assez forte et virulente, et effectivement donc les poids lourds qui interviennent en disant on va réorienter la politique monétaire. Oui, on revient dans un jeu de communication qu'on n'a jamais réellement quitté pour le coup. On le quitte effectivement quelques jours pour le blackout avant la décision du FOMC, mais là on va revenir de plus en plus dans ce jeu. Donc la durée du plateau pour moi effectivement, si on veut arriver à ralentir l'économie américaine qui encore une fois est forte, et on parle beaucoup de récession, on a beaucoup parlé de récession même technique, etc., ce qui à mon sens ne veut rien dire. Une récession, c'est soit on a une contraction de l'activité ou alors une activité qui tend vers zéro, mais on a parlé de récession technique aux États-Unis pour les 2 premiers trimestres parce que le PIB était en territoire négatif, ce qui est faux il était en territoire négatif, mais néanmoins ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce sont les composantes volatiles du PIB qui ont poussé effectivement ce PIB en territoire négatif. Les composantes internes, c'est-à-dire consommation et investissement, ont toujours contribué positivement à la croissance du PIB. Donc la demande est forte. Donc la Fed va continuer de durcir. La Fed peut effectivement durcir au-delà de 5%, c'est tout à fait possible. Donc c'est pas le scénario central, puisqu'aujourd'hui les anticipations des marchés sont bien calées sur le message de la Fed qui est parfaitement clair encore une fois. Et toute la question va être de savoir combien de temps ce plateau va durer. Globalement, on peut raisonnablement penser que ce dernier va durer à minima 6 mois, voire 9 mois, ce qui nous emmène effectivement à la fin du Q3, voire effectivement fin d'année 2023, pour envisager, si c'est nécessaire, encore une fois. Bien sûr. C'est la vraie question, c'est que si c'est nécessaire, on envisagerait dans ce cas-là de baisser les taux d'intérêt directeurs. Mais si on envisage effectivement, et comme ça a été dit au symposium de Jackson Hole, pas celui-ci, mais celui de l'an dernier, qu'effectivement on pouvait maintenant désormais laisser filer l'inflation au-delà finalement des cibles, ou sur une cible entre guillemets avec un range de plus ou moins 1 par exemple, et bien dans ce cas effectivement rien n'indique que la Fed soit tenue de baisser comme elle l'a fait par le passé de manière violente ses taux d'intérêt, pas du tout. Donc il n'y a pas de raison fondamentale. Si l'inflation est là pour durer, si l'inflation revêt en fait un caractère un peu plus structurel finalement, avec des problématiques d'appariement sur le marché du travail, etc., finalement on va rentrer dans un nouveau régime qui pourrait effectivement voir des taux d'intérêt à court terme plus élevés qu'ils ne l'ont été au cours de ces dernières années. Avec peut-être quand même également, effectivement on parle beaucoup d'inflation puisque c'est un des sujets les plus suivis par la Fed, mais Lael Brainard dans sa prise de parole évoque également un marché du travail complexe à appréhender aux États-Unis. Est-ce que l'impact sur le marché du travail peut venir infléchir ou agir sur la politique monétaire de la Fed? Dès l'instant où vous avez effectivement un marché du travail qui reste extrêmement tendu, même si le taux de chômage, on le sait, est une mesure partielle et reflète finalement pas très bien la réalité de ce qui se passe aux États-Unis sur le marché du travail. Mais néanmoins, vous avez quand même quelques chiffres qui montrent effectivement qu'on a une tension véritablement assez palpable en quelque sorte. D'une part, effectivement, les vacances d'emploi, d'autre part, le taux de participation qui ne remonte toujours pas, qui exerce une pression structurelle finalement sur le marché du travail. Et la dernière métrique, évidemment, ce sont les salaires. Les salaires, en fait,
ne montent pas plus vite que l'inflation, il faut être clair, mais ils sont toujours effectivement en croissance positive. Si on a atteint un pic d'inflation et que cette inflation reflue, et elle reflue finalement plus rapidement, en tout cas en inflation totale, que les salaires, on va se retrouver dans une situation où finalement il va y avoir mécaniquement un effet de bouclage qui va s'amorcer. Donc les salaires vont augmenter plus vite que l'inflation, donc ça va poser effectivement un cas de conscience, un cas de figure à la Banque centrale américaine, qui se dit finalement on a une tension qui persiste sur le marché du travail à cause d'effets structurels, et là on va devoir finalement peut-être agir de nouveau, alors même que l'inflation reflue. Donc ça, c'est le pire scénario. Bien sûr, ouais. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Mais c'est quelque chose qui est plausible, enfin qui est possible en tout cas. Avec des salaires effectivement qui continuent de monter sur des niveaux de entre 5 et 6% par exemple, selon effectivement les filières et selon effectivement les pans de la population active qui sont concernés, on peut avoir à un moment donné effectivement certaines catégories qui peuvent être concernées par des hausses de salaire qui sont beaucoup plus fortes finalement que l'inflation. Et là finalement, qu'est-ce qu'on fait pour une banque centrale? On a de nouveau un effet inflationniste, mais qui ne vient pas par le canal traditionnel, qui vient par le canal du marché du travail. Ça reste de la surchauffe. Et donc, il faut calmer tout ça aussi. Et c'est vrai que Xavier Chapard, oui, bien sûr. Pardon. Allez-y. Jérôme Powell a été très clair sur le fait que la Fed veut ralentir le marché de l'emploi. Et dans leurs prévisions, ils prévoient une hausse du taux de chômage qui avait atteint 3,5% au milieu à l'été. Ils voient remonter à 4,4%. Donc, c'est vraiment la volonté de la Fed. Bien sûr. La seule chose, c'est que dans le scénario qu'achète le marché plutôt en ce moment, qui est le scénario de la Fed, vous arrivez à faire remonter le taux de chômage de 3,5 à 4,4% en 2 ans, donc de façon assez graduelle. Donc ça suggère une croissance qui s'approche de zéro mais reste positive. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est-à-dire que quand la Fed veut ralentir les pressions inflationnistes et donc le marché de l'emploi, mais quand elle fait ça, généralement, par inadvertance, elle crée une récession. Bah, ce qui est d'ailleurs un scénario qui est anticipé par tous les acteurs de marché aujourd'hui. Alors tout le monde en parle, j'ai envie de dire c'est la récession la plus anticipée dans ce que les gens disent. Par contre, quand on regarde les prévisions de bénéfices des entreprises ou les niveaux des marchés actions, ça n'intègre pas la baisse des bénéfices qu'entraînerait une récession. Donc ça veut dire qu'elle est tellement préparée qu'on pourrait l'éviter, c'est ça ou que... Le marché pense que oui, c'est ça. On sait tellement que c'est un risque que peut-être qu'il y a encore un chemin d'atterrissage de l'économie américaine sans récession. C'est-à-dire où vous arrivez à faire monter le taux de chômage vraiment que de 1 point sur 2 ans, vraiment très graduellement et tout ça. Et donc les entreprises sont pas trop choquées, les bénéfices des entreprises, donc tout ça se passe bien. Le problème de ce scénario, c'est qu'on ne l'a jamais connu, on ne l'a jamais vu. Et que les poissons volants, ça existe, mais c'est pas les plus nombreux, quoi. Donc c'est pas le scénario le plus probable, selon moi. C'est là où la réaction des marchés actions, elle est très positive là, parce que c'est vrai que la grosse crainte, c'était l'inflation et le niveau des taux d'intérêt. Donc d'accord pour le fait qu'il y ait moins de risques à la hausse sur l'inflation et les taux d'intérêt. D'accord, ça justifie peut-être un léger rebond des marchés actions. Mais en fait, ce que ça implique, c'est un ralentissement de la demande, donc un risque de récession quand même l'année prochaine, si la politique de la Fed marche. C'est bien ça la conséquence, et donc des profits plus bas. C'est là où je trouve que les marchés prennent trop le côté positif de tout ça, et pas le côté négatif qui est des perspectives de bénéfices moins élevées. Ce qu'on essaie de se dire aussi, c'est qu'à quel moment cette récession devrait arriver. Tout le monde la voyait à un moment donné pour aller fin d'année ou début d'année prochaine. Oui, bien sûr. Oui. Et on se rend compte au fur et à mesure que cette récession a plus de chances d'arriver quelque part en milieu d'année, en fait, plutôt qu'en début d'année. Parce que là, un des points qui a été évoqué par ailleurs, c'est l'immobilier. L'immobilier, on commence à voir quelques effets. Alors qu'on est juste à voir les comptes nationaux pour voir la contribution de l'investissement résidentiel être négatif et visible en contribution. C'est-à-dire qu'en gros, ça arrive assez peu, sauf dans les grandes dépressions. Là, on commence à le voir. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une véritable contraction de l'investissement résidentiel qui est en fait le résultat, le fruit, on doit les premiers résultats des hausses de taux de la Fed et d'une contraction, d'un ralentissement du marché immobilier. Donc on commence à voir quelques effets se manifester, mais c'est beaucoup trop tôt. Et vu, entre guillemets, l'inertie de la croissance américaine, on ne peut pas envisager une récession ou une contraction de l'activité dès ce trimestre, c'est pas possible. Et encore, finalement, et le trimestre prochain, ça me paraît compliqué également. Donc pas avant, finalement, le milieu d'année prochaine, quelque chose dans le genre, pour voir effectivement quelque chose qui ressemblerait à un soft ou hard landing, peu importe effectivement de son amplitude. Et c'est là où justement le marché entre guillemets,
a des difficultés à se positionner parce qu'on achète la bonne nouvelle immédiatement, on oublie de se projeter finalement à moyen terme et finalement les déconvenus peuvent arriver à ce moment-là. Et on peut parler également du cas européen où là aussi il peut y avoir quelques surprises qui nous seront réservées par la BCE, je pense. Alors, on va parler du cas européen dans un instant, juste avant Nathalie Pelleras, pour finir sur ces anticipations de récession. Effectivement, on a l'impression que c'est une certitude pour tout le monde, et en même temps, c'est tellement anticipé, comme nous le dit Xavier Chapard, que potentiellement, ça peut être trop préparé, je ne sais pas, mais en tout cas préparé. Non, en fait, le marché est focalisé sur les taux. Et il faut bien voir qu'en fait, les taux, c'est ce qui influe sur les niveaux de valorisation des marchés actions. Et les marchés d'investisseurs ont un peu oublié qu'il y a deux éléments fondamentaux qui jouent. OK, il y a les multiples de valorisation et ça qui dépendent du niveau de taux d'intérêt. Donc l'assouplissement, en fait, la détente un peu qu'on a vu sur les taux, ça redonne une capacité à ce que ces multiples augmentent. Bien sûr. Il ne faut pas oublier la top là, quoi. Je veux dire, au numérateur, il y a les résultats d'entreprise. Et ça, par contre, oui, on n'a encore pas vraiment de visibilité sur l'impact que vont avoir ces hausses de taux, l'impact qu'auront aussi tous ces effets en dehors de la hausse des taux, même si c'est lié, qui est sur l'environnement géopolitique, sur la demande, ce qui va se passer en Chine aussi. Et je pense qu'il y a une conjonction de facteurs en ce moment. Les marchés sont très binaires. C'est ou tout est noir ou tout est rose. Et là, en ce moment, depuis la fin de semaine dernière, il y a un ensemble de conjonctions, de facteurs. Alors, on a l'impression qu'au niveau du conflit en Ukraine, de plus en plus, Poutine est affaibli. Et donc, ça rassure. On voit aussi un rapprochement, en tout cas des discussions entre les États-Unis et la Chine sur des sujets sur lesquels même le mot Taïwan n'aurait pas pu être prononcé sans que... Et donc, on voit une amélioration, en fait, sur plein de facteurs qui étaient des épées de Damoclès très importantes sur les marchés. Et donc, on apparente le rebond des marchés uniquement à l'espoir du ralentissement de cette hausse des taux, mais c'est quelque chose de global. Je pense qu'on n'aurait eu que le chiffre d'inflation la semaine dernière, sans tout ce contexte, avec pas de communication entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois, pas d'amélioration sur d'ouverture sur du financement de l'immobilier, ou bien sur une politique zéro Covid qui commencerait à être un peu moins rude. C'est tout l'ensemble de ces facteurs-là qui ont amené aussi cette embolie des marchés, financiers. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre un facteur isolé. Ils sont tous liés. Et le problème, c'est qu'ils sont tous liés. Quand il y en a un qui entraîne vers le bas, il entraîne vers le bas tout le monde. Et à l'inverse, ça entraîne... Donc, tout le monde vers le haut aussi également. Il reste cet inconnu. On a eu les publications des résultats sur le T3 qui étaient globalement, une grosse partie qui est quand même faite, plutôt, en tout cas... pour une majorité conforme à ce qui était attendu. Il y a eu quelques révisions, il y a eu quelques accidents, mais qui étaient plutôt isolés. En fait, il n'y a pas eu de phénomènes globaux sur un secteur. Et on a vu moins de révisions en baisse que ce qu'on imaginait, peut-être parce que en fait, les révisions à la baisse avaient déjà eu lieu un petit peu en amont, et pas vraiment de révision sur 2023. Et ce qui est plutôt un signal encourageant, on se dit en fait, les entreprises commencent à... plaide pour une confiance quand même dans l'année 2023 de la part des entreprises. Oui, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas un impact récessif, il n'y aura pas un impact sur la croissance. Voilà, on ne peut pas encore mesurer quel va être cet impact. En tout cas, les marchés se sont focalisés sur tout ce qui influençait le niveau de valorisation et pas du tout ce qui influençait la croissance des résultats. Ça viendra dans un deuxième temps. Et là, où le réveil sera difficile en fonction de comment se terminera l'année et comment commencera en fait l'année 2023. Mais pour l'instant, non, il ne joue que là-dessus. Que sur une variable du calcul. C'est vrai qu'on a assez peu d'informations finalement sur la trajectoire attendue des bénéfices. Et quand on regarde aujourd'hui le consensus, rien ne reflète effectivement, notamment aux États-Unis, une éventuelle contraction de l'activité. Il n'y a rien qui le laisse présager. La grande question et le grand challenge, à mon avis, pour les entreprises, et notamment en Europe, c'est peut-être moins le cas aux États-Unis, c'est comment finalement, dans ce contexte d'inflation, puisque là encore, on a deux histoires radicalement différentes qui sont en train de se dessiner, l'inflation européenne et l'inflation américaine, comment dans ce contexte-là, je préserve mes marges? Comment, effectivement, je préserve le revenu de mon entreprise? Avec, effectivement, des prix, et ça a été, effectivement, annoncé par plusieurs dirigeants d'entreprise, on va être obligé, cette fois-ci,
de monter leur prix. passer effectivement des augmentations de prix, puisque les contrats sont négociés sur une base annuelle, etc. Et donc ça, effectivement, c'est un facteur inflationniste d'une part, donc on ronge de nouveau le pouvoir d'achat des ménages, mais également effectivement un facteur inflationniste qui va venir, entre guillemets, soit préserver le revenu de l'entreprise et préserver donc préserver les marges, donc préserver les revenus, ou bien les entreprises font un choix inverse, c'est-à-dire on ronge effectivement sur les marges pour effectivement rester concurrentiel. Donc ça, donc ça veut dire que ou on a encore de l'inflation qu'on va découvrir entre guillemets dans les prix, ou on va avoir de la croissance grignotée. On a le choix entre ces deux solutions, c'est ça ? C'est un peu malheureusement le scénario 2023. C'est pour ça que c'est quand même difficile de se positionner entre guillemets aujourd'hui en se disant finalement que ça peut bien se passer. Je suis assez d'accord quand on parle un peu de hier, hein, donc on a envie aujourd'hui d'acheter que les bonnes nouvelles. Et on ne veut pas voir finalement, c'est trop loin encore 2023, même si tout le monde regarde, le contexte est encore effectivement défavorable. Alors on peut avoir de bonnes surprises, hein, comme effectivement un facteur météo qui nous aide beaucoup, notamment en Europe, etc. On ne sait pas, on ne sait pas du tout. On est vraiment plongé dans une forme d'incertitude, mais aujourd'hui, le mood du marché, il est clairement sur j'achète la bonne nouvelle, j'achète effectivement le fait qu'on a un réchauffement des relations entre Xi Jinping et Joe Biden, ouais. Qui, au demeurant, enfin, comment dire, la coïncidence est assez troublante. Tous les deux, entre guillemets, Joe Biden remporte une victoire effectivement inespérée en quelque sorte par le biais du Sénat. Xi Jinping, lui, renforce son pouvoir. Bon, lui, c'était pas inespéré parce que c'était, on va dire, c'est lui qui a décidé. Bon, donc voilà, les deux hommes effectivement sont confortés et donc là, effectivement, on peut se retrouver parce qu'on est beaucoup plus serein sur le plan intérieur. Et donc, ça a permis effectivement peut-être de renouer un dialogue. Et d'éviter par ailleurs certains problèmes, certains encore dossiers un peu chauds, un peu brûlants, qui peuvent par ailleurs ressurgir dans le courant de l'année prochaine. Mais effectivement, l'environnement, l'alignement des planètes est complètement favorable pour la montée des cours boursiers. Mais alors, parlons-en justement du dossier chinois. Donc, il y a plusieurs nouvelles. Il y a effectivement cette rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, avec Joe Biden qui a utilisé le terme guerre froide en disant qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide avec la Chine. Et on a surtout ce gouvernement chinois qui infléchit légèrement sa politique zéro Covid. On n'est pas sur une réouverture complète, mais on est sur une quarantaine réduite. On est sur la possibilité de certaines délégations d'affaires, si elles sont très protégées, de pouvoir s'affranchir de la quarantaine. On revoit également la possibilité d'arrêter brutalement des lignes. Et surtout, on a ce soutien au marché immobilier chinois. Est-ce que ça suffira pour soutenir l'économie chinoise, Mabrouk Chetouane, et surtout, est-ce que ça va avoir un réel impact sur l'économie mondiale, ou finalement le réchauffement des relations entre Joe Biden et Xi Jinping a plus d'impact à ce niveau-là ? Alors, la Chine est une situation extrêmement délicate. Hein. Quand on regarde effectivement une statistique de production industrielle que vous citiez, effectivement, qui est en deçà des attentes, mais pire que ça, on a les ventes au détail, qui est finalement, là encore, un révélateur de du niveau de souffrance du consommateur chinois, qui est aussi extrêmement décevante et qui a été publiée aujourd'hui. Donc on a finalement une économie chinoise qui est en difficulté. Rappelons également que l'économie chinoise attirait les capitaux étrangers par le canal, effectivement, des investissements directs ou d'investissements directs, effectivement, en Chine. Là, aujourd'hui, ces capitaux se retirent depuis maintenant plusieurs mois consécutifs. Et donc là, on a une hémorragie finalement de ces capitaux étrangers qui venaient finalement s'installer en Chine. Il n'y en a plus, il y en a de moins en moins en tout cas. Donc ça, effectivement, c'est un signe de faiblesse. Et puis surtout, c'est que je pense que Xi Jinping craint surtout en fait une poussée finalement de protestation interne. Je pense que ce qu'il craint par-dessus tout, c'est ça. Et en fait, ça coïncide surtout ces annonces effectivement de réouverture avec différents incidents qui se sont produits au niveau de la population qui traduisent la fatigue de la population chinoise vis-à-vis de cette situation de politique extrêmement dure, extrêmement stricte de zéro Covid. Donc là, on est obligé de relâcher la pression, d'autant plus qu'il faut donner quelques signes effectivement d'ouverture, vu Xi Jinping rencontrait effectivement différents dirigeants internationaux. Donc le moment était bien choisi pour à la fois donner des gages que finalement on ne va pas non plus aller vers une guerre froide sino-américaine, donner des gages effectivement de réouverture de l'économie progressive encore une fois, et d'un soutien à un secteur structurel de l'économie qui est le secteur immobilier. Alors le soutien il est en dents de scie. Moi je suis pas non plus totalement convaincu que on ait aujourd'hui un blanc-seing qui soit donné au secteur immobilier. S'il avait voulu effectivement sortir le secteur immobilier de la panade dans laquelle il l'aurait fait bien plus tôt. Donc il a attendu. Pour moi, c'est une forme de punition qu'il a. Un message envoyé au secteur. Voilà, clairement. Ouais. Donc il faut apurer. Il faut évacuer en fait tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvaise dette, etc. Donc ils vont le faire de manière progressive là aussi. Il n'y a pas de soutien monétaire encore.
Donc il y a zéro soutien monétaire, ou du moins très peu. C'est pas les baisses de 5 points de base effectivement de la Banque centrale qui vont changer la donne. Donc on est surtout sur un premier plan qui va permettre de donner une respiration au secteur. Je serais beaucoup plus, entre guillemets, timoré sur l'idée d'un plan de relance du secteur. Mais en tout état de cause, c'est une bonne nouvelle, clairement. Et ça va alimenter, le problème, c'est que ça va de nouveau alimenter l'inflation, puisque l'absence de la demande chinoise avait une vertu, c'est qu'elle permettait en fait une accalmie sur le prix des métaux, par exemple. Oui, on voit d'ailleurs que pour cette accalmie, c'est un peu moins calmé pour le coup depuis quelques jours. Oui, donc du coup, de nouveau, des pressions à la hausse sur certains prix des métaux qui vont se traduire dans les prix de production. Et in fine, on connaît la boucle qui pourrait effectivement se traduire dans plus d'inflation. Xavier Chapard, c'est vrai que ce sujet chinois, ça pose deux questions. C'est la Chine en tant que thématique d'investissement. Est-ce que c'est le retour de la Chine en tant que thématique d'investissement et l'impact sur l'économie mondiale d'une réouverture progressive de l'économie chinoise? Alors je pense que le premier élément, c'est l'économie chinoise. En tant que telle, c'est vrai qu'on n'était pas loin de la catastrophe, d'après les chiffres qu'on a d'octobre, avec un énorme ralentissement encore, et puis le nombre de cas de Covid qui est en train de remonter, là, qui est au plus haut de 6 mois. Donc s'il continuait la politique zéro Covid, l'ajustement immobilier, tout ça, on avait vraiment un risque de baisse du PIB chinois. Et du coup un risque social pour les dirigeants. Donc là, à mon avis, c'est vrai que les mesures qu'ils prennent sont encore relativement limitées. C'est pas un plan de relance comme ils ont fait en 2009-2010, mais ça devrait être suffisant, ou en tout cas ils feront ce qu'il faut, à mon avis, pour stabiliser l'économie. Donc pour avoir une croissance, bon an, mal an, à 4,5% dans les prochains trimestres. Donc ça, c'est déjà important pour la stabilité en Chine. Pour la croissance mondiale, c'est pas le plus gros changement, le changement le plus important, parce que l'économie chinoise, c'est pas celle qui fournit de la croissance mondiale. C'est plutôt un aspirateur à croissance mondiale avec des exportations qui servent la demande extérieure. Elle a quand même eu un rôle de locomotive à un moment, mais elle ne reprendra pas ce rôle-là. Je pense pas, parce que pour ça, il faudrait une bulle immobilière qui regrossisse. Et là, ça relance tout. Force est de constater que ça n'est pas la volonté du gouvernement chinois. Et voilà, parce que c'est pas efficace domestiquement. Donc a priori, je crois pas que ça va changer, mais au moins ça va être un risque négatif de moins pour la croissance des autres pays quand même. Le fait qu'ils stabilisent leur économie. Et par contre, ça a un impact sur les marchés, et notamment les marchés européens, parce que les entreprises européennes sont exposées à l'économie chinoise et à la demande chinoise. Il y a 10% des bénéfices, en gros, de l'Eurostoxx qui sont faits en Chine. Et notamment d'ailleurs pour l'Allemagne, où là, pour le coup, il y a un intérêt pour l'économie allemande. Ouais. Tout à fait. Non, donc c'est quand même un élément favorable, voilà, mais c'est plus pour les actions que pour les chiffres de croissance du PIB de la zone euro. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est quand même un élément, voilà, c'est encore l'exemple d'un élément qui aurait pu être très 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 négatif dans les prochains trimestres et qui finalement se stabilise. Ça ne veut pas dire que ça change le scénario, c'est pas pour ça qu'on pense que la zone euro va éviter une récession cet hiver. Mais ça sera un élément négatif de moins, un risque de moins, j'allais dire. Ah bah ça me fait une transition toute trouvée avec vous, Nathalie Pelleras, sur ce sujet chinois. Effectivement, avec une Chine entre guillemets confinée, politique zéro Covid, on pouvait alimenter tous les espoirs, ou en tout cas tous les fantasmes qu'une Chine qui aurait rouvert ses portes aurait pu tirer la croissance mondiale, remettre en cause des scénarios récessifs. De ce que je comprends, c'est pas du tout ce qu'il faut en attendre aujourd'hui, malgré ces signes d'assouplissement ou d'apaisement. Oui, c'est exactement ce que dit Xavier. Il ne faut pas confondre un apaisement et un boost. Ce n'est absolument pas les mesures qui ont été annoncées. Quoi, mesures Il y a beaucoup de paroles aussi. Sur, oui, parce qu'on n'a pas d'ailleurs le détail des mesures. Exactement, il n'y a pas de détail. C'est plutôt positif, en tout cas, déjà, il parle. Et c'est surtout, mais on ne peut pas le chiffrer, on ne peut pas se dire, tiens, ça représente X milliards qui, injectés dans tel pan de l'économie, vont pouvoir générer. Donc, on ne peut pas le chiffrer, ça. Donc, ça ne peut pas être un effet booster de la croissance mondiale ni de la demande chinoise. En revanche, ça montre que c'est apaisé et qu'ils sont en train de prendre les mesures d'une situation dans laquelle, je pense, ils n'imaginaient absolument pas se retrouver aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi ça. On sait aussi que c'est plus lui, à titre personnel, qui est craintif du Covid et que son staff rapproché essaye de le convaincre depuis plusieurs mois qu'il faut ouvrir l'économie, que l'impact sur l'économie chinoise est monstrueux et désastreux. Il faut se remettre quelques mois en arrière, presque même plus d'un an. Ce qui a été mis en avant à partir du moment où il y a la régulation chinoise qui a commencé aussi à jeter beaucoup de l'huile sur le feu et à faire en sorte que ce qu'on considérait, ce que pouvait apporter le marché chinois à nos économies financières, il y a 1 an et demi et aujourd'hui, la donne a changé.
puisqu'on sait maintenant, on pouvait s'en douter, mais ça a été que le gouvernement chinois n'hésitera absolument pas à changer les règles du jeu sur des boîtes cotées ou pas cotées. Peu lui importe, c'est lui qui décide. À partir du moment où on est présent sur son sol, c'est lui qui décide de tout. Donc déjà, il a changé un petit peu la donne là-dessus et ça ne peut pas revenir en arrière. Mais oui, donc il y a un sujet de confiance, c'est ça? Exactement, un sujet de confiance totale. De la même façon que si un autre élément aussi qui joue, c'est tous les facteurs environnementaux. Parce qu'on parlait aussi de l'inflation, c'est un peu lié indirectement, mais il y a des facteurs structurels qui vont soutenir l'inflation, qui vont faire qu'on aura plus d'inflation dans les prochaines années, qu'on en a eu dans les 30 ou 40 dernières années, et c'est notamment tout ce qui est transition énergétique, on a besoin de plus en plus de métaux, donc ça, c'est inflationniste. Et la Chine, l'économie chinoise, c'est aussi une économie sur laquelle l'environnement n'est pas vraiment servi. Donc, il est confronté, l'économie chinoise est confrontée aujourd'hui à une problématique assez difficile, parce qu'il voulait soutenir et en tout cas faire en sorte que ce qui soit privilégié, c'est la consommation chinoise. Et la consommation locale. Il y avait vraiment cette dichotomie faite entre tout ce qui était les grosses sociétés exportatrices chinoises et les sociétés chinoises locales. Et ce qu'ils voulaient privilégier, c'était ça. Or, ils ont tellement fermé leur économie que ceux qui en pâtissent le plus, c'est le chinois, le consommateur chinois. Donc là-dessus, ils se sont trompés. Sur le côté exportation ou autre, cette espèce de guerre avec les États-Unis et autres, là, ça leur a fait mal aussi. Bien sûr. Les problématiques environnementales, on en rajoute un coup. Donc, ils étaient contraints, en fait, d'apaiser ça. Après, avant que tout ça s'illustre avec réellement de l'investissement, avec réellement de l'impact sur la consommation locale chinoise et sur la reprise, il faut aussi du temps pour que ça s'amorce. Ça a mis beaucoup de temps à ce qu'on voit les effets négatifs de cette politique zéro Covid et qu'on en arrive aux chiffres, comme vous disiez, en fait, d'une consommation qui est en négatif. Ça mettra aussi du temps à repartir de l'autre côté. Donc voilà, il faut être patient sur l'économie chinoise. C'est pas un boost, mais en tout cas, c'est un mieux. C'est une amélioration, et c'est une amélioration qui est quand même notable. Sachant quand même que si on regarde le nombre de cas Covid en Chine, ça ne milite pas forcément pour un arrêt de la politique zéro Covid, puisque les cas repartent à la hausse. Et donc effectivement, vous le disiez, c'est plus une volonté de Xi Jinping, plus qu'une volonté sanitaire. En fait, et puis il y a une autre problématique, c'est que nous, on raisonne en tant qu'Européens ou Occidentaux avec des vaccins européens occidentaux. Et donc on dit, aujourd'hui, toutes les liens, même s'il y a du Covid, c'est pas grave. Tout le monde est vacciné. Oui, mais les Chinois ne sont pas vaccinés avec les mêmes vaccins que notamment les personnes âgées, surtout. Voilà. Donc, la fragilité de la population, nous, on le voit avec notre spectre à nous. Aujourd'hui, plus personne n'a vraiment de crainte, en fait, à part les personnes très fragiles. Mais c'est pas grave. Si ça se trouve, on l'a autour de nous. Et ce n'est plus aussi dangereux que ce l'était. Bien sûr. Oui. Et puis avec le variant Omicron aussi. Exactement. Alors que en Chine, étant donné qu'ils sont totalement fermés, il n'y a pas eu ces mutations, ils n'ont pas été confrontés à tout. Ces Covid qui ont permis en fait de le rendre de moins en moins virulent, ou en tout cas de plus en plus inoffensif, on va dire. Ça, ils n'ont pas, la Chine. Donc c'est un peu aussi logique que dans leur politique, ils ne peuvent pas s'ouvrir comme ça du jour au lendemain, parce que ça doit être très progressif, complètement. Donc ça va forcément prendre du temps. Forcément. On continue avec vous, Mabrouk Chetouane, sur les dernières minutes. On va faire un petit tour de table. Je commence avec vous. J'ai envie de vous poser 2 questions. Déjà, le rallye qu'on connaît sur les marchés financiers actions, pour le coup, peut-il continuer jusqu'à la fin de l'année, ou est-ce que effectivement, vu ce qu'on s'est dit, c'est pas forcément le chemin qui en prend? Et qu'est-ce que vous regardez, vous, dans le marché actuellement? Alors, premièrement, il peut continuer, en fait, même si, encore une fois, on a dit qu'il y avait quand même pas mal d'éléments qui militaient en faveur, finalement, d'une approche peut-être un peu plus prudente, notamment pour 2023. Mais globalement, il suffit d'un discours de banquier central, de chiffres d'inflation un peu plus qui montrent effectivement qu'on emprunte véritablement le chemin de décélération, même si celui-ci est graduel, même si certaines composantes continuent effectivement de monter, comme le prix des services, etc. Tant qu'on est dans ce mood effectivement que la Fed délivre des hausses de taux de moins en moins fortes et qu'elle continuera à le faire, qu'elle maîtrise effectivement le jeu, ça donne de la visibilité au marché. Le marché peut continuer. Et en plus sur un malentendu finalement d'une Chine qui décide pour le coup de relancer cette fois-ci de manière massive
on en parlait au départ, de plan de relance effectivement européen, enfin de plan de soutien, pardon. L'Allemagne, là, est en train de passer à un chiffre absolument astronomique de soutien à son économie, de protection à son économie, avoisinant maintenant 7 points de PIB. C'est quand même colossal par ailleurs. Alors eux, ils vont tout financer effectivement tout seuls, il n'y a pas de problème. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, on va peut-être éviter même le scénario de récession qu'on a peut-être acheté un peu trop vite, y compris pour l'Europe en fait. Donc sur un malentendu, encore une fois, on peut arriver sur de bonnes nouvelles pour cette fin d'année et finir l'année finalement peut-être même flat finalement sur les indices actions. Donc ça effectivement sur le premier point. Sur le deuxième point, qu'est-ce qu'on regarde? Alors il y a plein de choses qu'on regarde par ailleurs, mais je dois factoriser tout ça. Bien sûr. Alors, je disais la BCE tout à l'heure, on a deux histoires radicalement différentes sur l'inflation entre l'Europe et les États-Unis. Quand vous prenez différentes mesures, je prends par exemple le Supercore Inflation qui est calculé par la BCE, ça continue de monter. Ça monte et ça monte de manière assez violente. Quand vous regardez la pente de cet indicateur, c'est assez impressionnant. Ça veut dire que globalement, on a les pressions inflationnistes qui se sont répandues dans l'ensemble des secteurs de l'économie européenne. Dans ce contexte-là, globalement, est-ce que la BCE peut raisonnablement arrêter finalement, ralentir comme le fait la Fed? Je ne le pense pas. Et le marché, en fait, aujourd'hui, est en train de véritablement questionner la capacité de la BCE, finalement, à remonter ses taux d'intérêt directeurs pour, justement, traiter ce problème inflationniste. Et à mon sens, on peut avoir des surprises négatives, cette fois-ci, en provenance de la Banque Centrale Européenne, qui sera contrainte, à mon sens, de continuer, finalement, son rythme d'augmentation de taux de 75 centimes. Comme pour la BOE, effectivement, qui va devoir aussi monter, pour jouer les prolongations en matière de hausse de taux, pour traiter également un problème d'inflation qui est vraiment élevé au Royaume-Uni. Donc, surprise Banque Centrale, c'est quelque chose effectivement que l'on regarde. Xavier Chapard, même question rapidement. Qu'est-ce que vous regardez dans les marchés actuellement ? Alors nous, on va suivre de près les déclarations des entreprises sur 2023 parce qu'en fait, on a eu très très peu de guidance. Donc les entreprises, en fait, ont publié des résultats qui étaient encore assez bons au troisième trimestre de cette année, mais se sont très peu engagés. Et donc c'est pour l'année prochaine, on va attendre s'il y a des déclarations pour voir s'il y a un impact des marges, comme on pense, négatif en 2023. Et ça pourra jouer sur le marché action et sur la durabilité du rebond, en plus du côté taux inflation. Et du coup, savoir si notre scénario de légère récession l'année prochaine, il est encore cohérent ou si c'est vrai qu'on évite et qu'on a un atterrissage en douceur de ça. Et sinon, on va regarder aussi l'évolution des marchés de l'emploi qui, que ce soit là en Europe ou aux États-Unis, tiennent encore très très bien. Et là, c'est à double enjeu, c'est-à-dire que d'un côté, ils tiennent très bien, donc c'est bien pour la croissance, mais ça veut dire que les banques centrales doivent en faire encore plus pour faire ralentir l'économie. Et donc ça aussi, ça va jouer sur ce qu'on discutait tout à l'heure, le taux final qu'attendront les politiques de banque centrale pour arriver à reprendre le contrôle sur l'inflation durablement. Nathalie Pelleras, même question rapidement. Qu'est-ce que vous regardez? Et on conclura là-dessus. Je vais faire vite. Enfin, je pense qu'en ce moment, il y a deux thèmes qui restent majeurs, qui sont majeurs depuis un an et demi, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier en fait, la vraie diversification, c'est-à-dire que ce soit en termes sectoriels, en termes de politique de gestion d'entreprise. Et ce sur quoi on se focalise, nous, particulièrement, c'est le couple, en ce moment, le couple rendement-risque. En fait, on a pu revenir sur des fonds obligataires, mais avec pas de duration et aucun risque émetteur avec une investment grade. Parce que ces marchés ont fait qu'on a retrouvé du rendement aussi là où c'est normal d'en avoir. On va terminer sur notre positif. Tout ce qui se passe depuis plusieurs mois a rebattu les cartes et a fait qu'on retrouve presque un monde beaucoup plus normal que celui qu'on connaissait depuis 10 ans, où ces facteurs de valorisation, tout était pareil. Ce n'était pas normal. On revient sur un monde économique normal et donc il faut regarder le rendement et le risque qui est corrélé avec. Merci beaucoup Nathalie Pelleras. On finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes directrice générale de 4Points IM. Merci Mabrouk Chetouane également d'être venu sur le plateau Head of Global Market Strategy, Solutions et International chez Natixis IM. Merci Xavier Chapard, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Merci à tous les trois et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.